que ça provoquait, c'était notamment le fait que les enfants étaient du coup organisés par groupe. Les groupes étaient choisis en amont par les équipes, c'est-à-dire que les enfants étaient assignés à un groupe par rapport à leur âge. Ce groupe-là était assigné à un binôme d'animateurs que les enfants n'avaient pas forcément choisi et inversement. Et tout ce petit monde était assigné dans une salle qu'ils n'avaient pas choisie encore une fois. Du coup, à partir de là, on se pose la question de comment faire autrement. L'autre choix qu'on a fait, c'est par rapport à l'autorité, à la hiérarchie et du coup aux règles de vie. Plutôt que de proposer au début de la semaine des règles de vie qui ont été préétablies en amont, ou de réfléchir le lundi matin avec les enfants de manière très scolaire à quelles règles on a envie de mettre, qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe bien, on fait le choix à ce moment-là de ne pas établir de règles de vie en amont et de profiter plutôt des occasions comme les conflits ou voilà, les moments problématiques par rapport au vivre ensemble pour en faire aussi des moments éducatifs, des moments où on peut se poser, créer une instance, discuter, faire des compromis. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire comment on peut profiter de chaque moment pour développer de la coopération chez les enfants, autant dans les activités que dans tout ce qui concerne le vivre ensemble. Ce que ça a provoqué forcément, et c'est pour ça qu'on met l'image avec les enfants qui courent, le fait pour un groupe d'enfants qui étaient habitués à être cloisonnés du coup avec un groupe de son âge, avec des animateurs qui ne choisissent pas dans une salle, le fait de leur permettre de s'investir dans tout le centre, de ne plus être assignés à une activité qu'ils n'ont pas choisie, etc. Sur les premiers jours, ça a créé quelque chose, un genre de gros Big Bang. Donc, on vous propose ensuite, sur la prochaine slide, le plan du bateau, puisqu'en fait, sur la semaine du coup, qui s'est déroulée à Ozon, on est parti sur l'imaginaire du bateau, c'est-à-dire qu'on était un équipage habillé en marin et les enfants arrivaient dans un bateau avec différentes salles en fonction qu'on leur présentait dès le matin. Du coup, comment ça se décline très concrètement l'organisation qu'on a choisie? L'idée, c'est que je puisse vous la présenter rapidement, mais ne pas trop m'attarder dessus non plus, puisque finalement, il y a des millions de façons de faire. Et surtout, chaque façon de faire, elle est adaptée à un moment donné à un contexte, à un groupe d'enfants, à une équipe d'animation. Et en fait, on ne saurait pas prétendre que cette façon de faire est la bonne solution. C'est plutôt un exemple de ce qui a pu marcher à un moment donné. Donc, les salles qui normalement étaient assignées avec la salle des maternelles, la salle des 6-7, la salle des 8, deviennent des salles thématiques qui évoluent en fait de jour en jour selon les envies des enfants. Donc, on a une salle plutôt de jeux libres, on a une salle qui va plutôt concerner les arts plastiques, une salle de bricolage qui est située à l'extérieur, on a une salle des artistes où ils peuvent se maquiller, préparer des spectacles, etc., etc. Et enfin, tout à gauche, on a ce qu'on appelle la salle des commandes. Donc, la salle des commandes, très concrètement, c'est le cœur du projet. C'est la salle où les enfants peuvent être accompagnés et imaginer leur projet, comment transformer leurs envies en actes. Donc, l'idée de cette salle, c'est vraiment de se dire tout ce qui appartient d'habitude aux animateurs, notamment la pédagogie de projet, comment j'accompagne un groupe à partir d'une envie ou d'un besoin qui a été repéré jusqu'à la réalisation d'un projet en passant par toutes les étapes qu'on connaît à peu près, mais voilà, qui peuvent être d'aller mobiliser d'autres personnes que soi, de repérer une envie voilà, chez d'autres, de gérer un budget, de se confronter à une institution, de communiquer autour de son projet. On se demande comment on pourrait au lieu de confisquer cette pédagogie et de la faire vivre aux enfants en tant qu'anime, peut-être la partager avec les enfants et leur permettre, eux, de s'en emparer et du coup de pouvoir la réinterpréter, on va dire, à leur sauce. À ce moment-là, ça nous permet de faire le lien avec la définition de l'émancipation qu'on expliquait tout à l'heure sur les habitants qui peuvent s'autogérer sur un territoire. C'est-à-dire qu'on a établi une liste des compétences qu'on avait essayé de développer à ce moment-là, que je vais vous lire et qui sont en fait à peu de choses près les mêmes entre un groupe d'habitants qui voudraient sur son territoire répondre à un besoin ou à une envie et des enfants qui mènent des projets en accueil de loisirs à la place, accompagnés par les animateurs. Le fait de devoir pour chaque activité constituer un groupe, trouver le bon moment pour la réaliser, vérifier sa faisabilité, en faire la publicité, tout cela amène les enfants à mobiliser des registres de compétences inattendus, comme mobiliser d'autres que soi au-delà de son cercle affinitaire, définir collectivement des règles et des modalités d'usage, faire des compromis pour la constitution d'un groupe, savoir présenter les choses, parfois faire une affiche ou utiliser un traitement de texte pour décrire ce qu'on veut faire, et enfin, se confronter à l'institution, à ton budget, qui faut-il appeler pour réserver le créneau à la piscine, comment est-ce qu'on prend contact avec la mairie de son village, etc., etc. Donc, avec ce fonctionnement, les activités les plus banales deviennent complexes pour une partie des enfants et qui se voient confrontés à un ensemble de tâches nouvelles, pas toujours évidentes à réaliser. Et simplement, le constat est fait que plutôt qu'un enfant qui a envie de faire une sortie, par exemple, à la piscine ou au poney club, puisque il y a eu le cas
sur cette semaine-ci, plutôt que nous, en tant qu'animateurs ou directeurs, prendre le téléphone et faire toutes les démarches et régler la question en 5 minutes et du coup bien répondre à cette notion de plaisir de l'enfant et à son envie et à son choix. Lui permettre de passer par toutes ces étapes-là pour un enfant de 6, 7, 8 ans, de décrocher un téléphone pour appeler, réserver un bus, d'avoir à gérer un budget accompagné par les animateurs, etc. Ça leur permet ensuite de développer les mêmes compétences que celles dont ils auront besoin plus tard pour s'organiser sur un territoire. Également, dans la salle des commandes, du coup, ce qu'on peut retrouver, c'est tout le matériel qui, normalement, est réservé aux équipes d'animation. C'est-à-dire qu'il y a les ordinateurs, des téléphones, les bouquins avec les activités. Enfin, voilà, tout ce qui, d'habitude, est plutôt réservé et cloisonné dans la salle d'animateur est mis à disposition des enfants. Du coup, pour la faire courte, le fonctionnement, c'est de permettre aux enfants de passer par 3 statuts. Donc, on a établi qu'on pouvait avoir 3 façons de prendre part à une activité. On peut être consommateur d'activité, c'est-à-dire l'enfant consommateur qui vient participer à quelque chose qui est proposé soit par un animateur, soit par un enfant ou un groupe d'enfants qui a envie de partager du savoir-faire ou des passions. On a l'enfant qui est acteur, c'est-à-dire un projet qui est mis en place par les équipes d'animation, mais où l'enfant va trouver un rôle. Et enfin, il y a l'enfant auteur, où là, c'est vraiment l'enfant qui va, comme je le disais, repérer un besoin, mobiliser le bon animateur pour pouvoir mener son projet et communiquer autour de ce projet-là pour que d'autres enfants puissent se joindre à lui. Donc, la salle des commandes, en fait, ça permet de devenir auteur de son projet. Et on a la possibilité, malgré tout, en tant que consommateur d'activité, d'aller simplement dans une salle, par exemple la salle de bricolage, et de prendre part à l'activité qui est proposée par l'animateur à ce moment-là. L'idée, c'est de se dire qu'on ne veut pas s'inscrire au contraire des pédagogies plus traditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette place à l'animateur qui va pouvoir proposer du projet. Même nous, quand on est en vacances en tant qu'adultes, parfois on a envie d'aller au cinéma, on n'a pas forcément envie de réaliser le film. Donc finalement, le but, c'était de ne pas condamner un enfant qui serait simplement consommateur, mais plutôt de permettre à chacun de passer d'un rôle à l'autre et du coup de pouvoir accompagner des enfants qui ont moins de facilité avec les adultes, qui sont moins mis en avant, par exemple, dans le milieu scolaire, de passer par ces étapes de production de projet, tout cet accompagnement qu'il peut y avoir autour de la pédagogie. On va accélérer pour la fin, mais par rapport à ce fonctionnement que vous pouvez retrouver ailleurs, on vous donnera le lien à la fin, on a fait des constats par rapport à l'impact que ça a pu produire. Donc, je les passe très rapidement. Mais déjà, l'impact sur les enfants. Donc, comme le disait Cécile, à la fin de la semaine, et ça, on le retrouve sur le site, il y a des interviews qui ont été faites d'enfants qui expriment voilà, très clairement le fait qu'ils n'ont plus envie de se retrouver en fait, dans une salle à faire une activité qu'ils n'ont pas choisie et à devoir attendre dans un coin si jamais ce n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. L'impact sur les participants au chantier. On parle d'un nouveau souffle professionnel. Là aussi, il y a pas mal d'interviews qui ont été faites. On avait des gens qui avaient une expérience de 5, 10, 15 ou 20 ans en tant que directeur à LSH et qui ont en fait redécouvert une autre façon de travailler, une autre façon d'accompagner les enfants, un autre type d'accueil qu'on pouvait proposer et avec, comme je le disais tout à l'heure, une dimension qui dépasse carrément l'accueil de loisirs, puisque là, on est en train de former les citoyens de demain, citoyens dans le sens qu'on s'est fixé en groupe. Et le plus gros changement qu'on a pu constater, ou en tout cas ce qui nous semblait le plus intéressant à partager aujourd'hui, c'est le glissement de la fonction animateur. C'est-à-dire comment un animateur, plutôt que de planifier, de programmer, de préparer, de mener à bien une activité, de réguler, de ranger et d'évaluer, on va avoir un animateur qui finalement, au lieu d'être proposant d'activité, va être accompagnateur de projet. Et donc, on va lui demander plutôt de mobiliser des compétences autour de l'observation, de l'écoute, de stimuler l'envie, de laisser vivre, d'ajuster, d'aménager ou d'interpréter. Donc ça, c'est un constat qu'on a pu faire sur cette semaine-ci, mais également au fur et à mesure dans les accueils de loisirs du territoire, où effectivement l'accompagnement des équipes a énormément bougé, puisqu'on a des animateurs qui sortent du BAFA ou d'autres accueils de loisirs au fonctionnement plus traditionnel et à qui on demande là de redéfinir complètement leur mission d'animateur, qui n'est plus du tout la même chose, qui n'est plus du maintien de l'ordre avec la proposition d'activité et la préparation en amont, mais plutôt de l'ajustement, de la réactivité et voilà, beaucoup d'écoute envers les enfants. Pour finir, suite à l'expérimentation, qui était la saison 1 de notre aventure, on a eu ce qu'on appelle la saison 2, qui s'est divisée en 2 parties. D'une part, c'était le fait de pouvoir aller faire des formations à droite, à gauche par rapport à des demandes qu'il pouvait y avoir au niveau de la Fédé. Donc, on a des membres du groupe qui se sont formés
pour aller intervenir auprès d'équipes d'animation, directeurs et animateurs pendant 1, 2 ou parfois 3 jours, même dans d'autres départements. On s'est également formé à faire des petites présentations courtes d'une demi-journée à l'IRTS, comme maintenant de 20 minutes. Et enfin, on a travaillé avec l'ensemble du groupe à produire des écrits que vous pouvez retrouver directement sur le site internet de la Fédé, et on pourrait éventuellement vous transmettre le lien par mail à la suite de ces ateliers. Et donc, on a essayé de proposer, en s'inspirant de ce qu'on a vécu à Ozon, mais également de ce qu'on vit chaque jour dans nos métiers, des petites fiches techniques en fait, qui vous permettent d'aller vers ce type de projet. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus politiques sur le portage collectif de projet, sur la posture professionnelle qu'il faut avoir à ce moment-là. Et ça va aussi sur des choses très, très techniques, c'est-à-dire comment je peux m'organiser concrètement, quels outils je peux mettre en place pour aussi évaluer le projet et voir si ça marche ou pas, ou encore découvrir des choses, plus des textes voilà, du siècle dernier sur les visées, les démarches qu'on essaie de mettre en place, les pédagogies nouvelles, le développement du pouvoir d'agir ou encore les postures émancipatrices. Merci de m'avoir écouté. J'imagine que ça devait être chouette. On voit qu'on a quelques questions. Alors, on a 4 groupes qui ont pu mettre des questions. Ceux qui n'ont pas pu utiliser le Google Drive, qui n'ont pas pu mettre leurs questions dans le doc, vous pouvez le mettre dans le chat. Et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Là, on est ensemble encore jusqu'à 16h05. À 16h05, on retrouve le grand groupe pour entendre l'apport de Sébastien Pesque sur la pédagogie d'engagement. Du coup, j'ai sa parole à Valentin qui va essayer au fur et à mesure des questions d'y répondre. Donc, on commence par le groupe 1. Sur la première question, comment on fait en ACM, en accueil collectif maternel, sur de l'enfance, donc des enfants relativement jeunes, comment est-ce qu'on les amène à conscientiser qu'ils ont des capacités à décider, à poser le cadre? Alors, ça tombe bien parce que Valentin est directeur ACM. Donc, c'est vrai que la présentation de tout à l'heure a été assez courte et on a été obligé un peu de raccourcir, mais on avait prévu normalement de faire un passage par rapport notamment aux plus jeunes enfants et à leur place dans ce projet-là. En tout cas, nous, par rapport à l'expérimentation qu'on a fait en 2017, on sait que c'était un des points un peu négatifs de ce qu'on avait vécu, puisque justement, en pensant le projet, on avait pensé pas de limite, pas de tranche d'âge pour les enfants. Et finalement, le fait de ne pas du tout l'imaginer, ça a causé des soucis dans le sens où il y avait peu de place à ce que les maternelles puissent s'emparer justement de ce projet-là. Du coup, on voyait tout à l'heure sur le plan du plateau qu'il y avait une salle qui était dédiée aux 3-5 ans. Donc, au départ, elle n'était pas présente. Et du coup, l'idée de cette salle, ça a été de se dire comment on pourrait créer un espace pour l'accompagnement spécifique du plus jeune public. Du coup, moi, je le vis aussi au quotidien puisque je suis directeur d'accueil de loisirs au niveau des maternelles. Et forcément, par rapport aux collègues du réseau qui mettre en place des choses au niveau du public primaire, il y a des difficultés assez logiques, mais notamment du fait que les enfants ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Et à ce moment-là, quelle place pour eux dans le projet et comment on peut leur laisser quand même vivre cette démarche de pédagogie de projet sans forcément être dans les bouquins. L'idée, du coup, pour accompagner les maternelles, c'est plutôt de créer un espace de jeu attrayant comme ce qu'on a l'habitude de faire dans n'importe quel ACM. Mais du coup, plutôt que, pareil là, de surproposer avec des activités où les enfants pourraient se positionner, plutôt de les laisser sur du jeu libre complètement et ensuite de pouvoir se positionner en tant qu'animateur à accompagner les enfants dans le jeu libre et du jeu libre jusqu'au projet. Et de cette manière-là, en fait, ça devient beaucoup plus lisible pour les enfants puisqu'on n'a pas à aller prendre frontalement, leur demander de mener des projets ou ce qu'ils ont envie de faire. Plutôt, l'idée, c'est de les laisser s'autodéterminer et à ce moment-là, nous, d'intervenir au bon moment. Tout à l'heure, on parlait des compétences qui étaient développées entre un groupe d'enfants qui va mener du projet en accueil de loisirs et un groupe d'habitants qui va essayer de faire bouger les choses sur son territoire. Là, encore une fois, pour les maternelles, on peut se reposer la question et réadapter les choses. C'est-à-dire que un groupe d'enfants qui voudrait, je dis n'importe quoi, mais faire des crêpes,
de devoir se demander comment on fait pour trouver la recette des crêpes, de se mettre dans une posture de naïf, de les accompagner, aller chercher peut-être dans un livre de recettes, de devoir ensuite faire la liste de tout ce dont on a besoin, ensuite faire la liste de tout ce qu'on a déjà, de ce qui nous manque. Créer une affiche pour que d'autres enfants peut-être puissent participer à l'atelier et faire des crêpes eux-mêmes. Créer une affiche ou écrire un petit article accompagné par un animateur à destination des parents pour qu'ils puissent aussi venir partager ce moment-là. Voilà, toutes ces étapes-là, finalement, c'est les mêmes compétences qui vont être mobilisées sur le fait d'aller repérer un besoin, repérer un manque dans les ressources que j'ai, mobiliser des personnes autour de moi, communiquer autour de mon action, voilà, me confronter à l'institution dans une certaine mesure. Et donc voilà, donc c'est un peu une des manières en tout cas d'accompagner un public maternel dans ce projet-là. Et du coup, la question plus précisément à s'orienter sur la conscientisation du parcours dans ce type de projet. L'idée en fait du développement du pouvoir d'agir, c'est différentes étapes, dont la dernière étant dans l'accompagnement de faire conscientiser à la personne qui a vécu le dispositif les étapes par lesquelles elle est passée. En fait, le fait de se dire j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à aller chercher d'autres copains qui avaient envie de faire la même chose, j'ai réussi à trouver une recette moi-même, j'ai réussi à communiquer et à ce que des parents viennent à l'activité que j'avais envie de proposer. Le fait de pouvoir se poser après l'activité et conscientiser à haute voix en échangeant avec le groupe toutes les étapes parcourues, c'est finalement ça qui va permettre de conscientiser, pour répondre à la question. Alors, Valentin, je te pose une petite question hyper rapide pour ne pas reprendre un autre gros morceau. Là, combien avez-vous d'enfants par animateur? Qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce qu'il y a besoin de plus d'effectifs? Alors, du coup, à Ozon, pour l'expérimentation, là, on avait la chance d'avoir un taux d'encadrement très, très bas, puisqu'en fait, ça s'est plutôt décidé par rapport aux gens du réseau qui étaient investis dans le projet et pas par rapport au nombre d'enfants qui étaient là à l'arrivée. Donc, à ce moment-là, on était vraiment sur un taux d'encadrement très faible, qui ne ressemble pas à ce qu'on peut rencontrer, qui est plutôt du 1 pour 6 ou 1 pour 8 pour tout le public. Par contre, bien que ça ait été une réussite aussi grâce à ça, il a fallu que chaque acteur de ce projet-là puisse réadapter le fonctionnement dans sa propre boutique. Et finalement, ce qu'on peut voir 3-4 ans après et avec les retours sur expérience, c'est qu'avec un taux d'encadrement plus normal, on va dire, donc je sais que moi, dans ma structure, on est 1 pour 8 sur les maternelles et 1 pour 12 sur les plus grands, ça permet aussi de mettre en place ce genre de projet. Et au contraire, puisque les pédagogies nouvelles, nous on l'avait vu dans un peu l'historique, ça a été créé par des instituteurs à des moments donnés où il y avait des classes de 50 élèves. Et c'est ce qui permettait en fait de mettre en place une organisation où les élèves les plus forts allaient pouvoir aider les élèves les plus faibles et inversement quand on allait changer de matière, etc. Ce qui permettait aux profs de se concentrer plutôt sur, on va dire, la classe moyenne des élèves et de les accompagner dans le projet. Et du coup, c'est un petit peu la même chose ici. Selon le type de projet, on va avoir des enfants qui vont avoir des compétences à un moment donné qui vont pouvoir les proposer au reste du groupe. Et ensuite, sur une autre étape du projet, il est accompagné qui va pouvoir, lui, proposer ses compétences. Donc, c'est ça, je faire une vidéo tellement que tu ne peux même pas prendre la parole. Quoi. Il la donne pas, en fait. Le fait, en tout cas, d'avoir un fort taux d'encadrement, ce n'est pas un frein en soi, même si, bien sûr, d'être à 1 pour 6, c'est forcément plus facile d'accompagner le public, quoi. Merci. Du coup, plusieurs groupes ont posé la question du lien aux familles. Comment est-ce qu'on avait réussi ou pas à intégrer les familles dans le projet et comment on donne à voir aux familles s'il n'y a plus de planning? Alors, du coup, je trouve qu'il y a 2 questions. Déjà, par rapport aux données à voir, en fait, ça dépend beaucoup du contexte. Je sais que dans pas mal de centres qui se sont lancés, c'est plutôt passé à travers de la communication, soit des choses qui avaient été écrites et distribuées aux parents, mais surtout des réunions qui ont pu être faites en amont, comme ce qui peut être fait à l'école, par exemple, pour présenter le fonctionnement qui allait être employé, le pourquoi du comment. Moi, je sais que, pour prendre mon exemple, quand on a enlevé les plannings, on s'est mis à faire des plannings, mais plutôt en fin de semaine. C'est-à-dire comment on démontre aux parents, plutôt que de donner quelque chose qui est écrit en amont, qui est pensé sans les enfants, d'avoir quelqu'un qui a un rôle dans la semaine pour établir le planning, mais de ce qui se passe dans la réalité plutôt que de prévoir. Et ça permet à ce moment-là de démontrer aux parents à la fin de la semaine que oui, finalement, il y a eu beaucoup plus d'activités en mettant pas de planning que ce qu'il y aurait eu avec le fonctionnement plus classique, on va dire. Comment est-ce qu'on prend en compte les familles? Comment est-ce qu'on les intègre dans le projet?
Alors, du coup, pareil, c'est quelque chose qui a été un peu scindé avec le temps d'intervention tout à l'heure. On voulait aussi en parler un petit peu. Euh, le contexte, en plus, en ce moment, n'aide pas par rapport à ça, puisque voilà, on voit qu'avec les contraintes sanitaires qu'on a, c'est compliqué même de laisser une place physique en fait, dans les parents à l'accueil de loisirs. Et à ce moment-là, comment on peut inclure quelqu'un dans un fonctionnement s'il n'y a pas sa place physiquement? Donc là, encore une fois, c'est des questions qui se posent selon les contextes et qui sont en fait, c'est des réponses différentes à chaque contexte, à chaque centre. En tout cas, nous, si on oublie un petit peu le Covid et qu'on le met entre parenthèses, l'idée, c'est bien que les parents puissent aussi proposer des temps d'animation directement au sein de l'accueil de loisirs ou des accueils périscolaires. Donc, ça se fait plus sur l'accueil périscolaire puisqu'il y a un lien qui est peut-être plus quotidien avec les parents et ça leur permet d'être plus impliqués dans l'accueil de leurs enfants. Quoi qu'il en soit, on est sur un accueil où il y a les enfants qui ont de la place pour proposer des animations, des enfants qui peuvent aussi mobiliser leurs propres parents parce qu'ils ont un savoir-faire, un métier particulier qu'ils ont envie de faire partager ou une passion. On a des parents musiciens qui interviennent, on a des personnes âgées qui viennent faire de la couture. Enfin voilà, ça va plus loin même que les familles des enfants. Et donc l'idée, c'est encore une fois, comme on n'a plus le monopole de l'animation en tant qu'animateur, en tant qu'équipe, de se dire qui a sa place, qui peut proposer, qui peut venir vivre un temps. Et du coup, l'idée, c'était de laisser le centre le plus ouvert possible. C'est aussi ce qu'on a voulu faire à Ozon, où en fait, on avait laissé la possibilité à ce que les parents ils restent dans l'absolu toute la journée sur l'accueil de loisirs. Voilà, c'est quelque chose qui se discute, qui dépend des contextes, mais finalement, le fait de faire un centre qui soit ouvert sur l'extérieur, autant sur les familles que sur les gens qui peuplent un village ou un quartier, ça permet aussi à chacun de trouver sa place. Et là aussi, on revient au côté un peu systémique du projet, où voilà, chacun a son rôle à jouer, quoi. Alors, sachant que quand même, juste pour mettre un petit bémol à ce que vient de dire Valentin, c'est la partie la plus difficile, ou en tout cas qui nous paraît la plus difficile dans les centres aujourd'hui. Parce qu'effectivement, proposer la participation des parents au moment de l'accueil de loisirs, quand on sait que c'est un mode de garde, évidemment, tous les parents ne vont pas participer. D'abord parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est un mode de garde et que ça les arrange qu'on s'occupe de leurs enfants. Et quand ils ont le temps, peut-être ils n'ont pas envie. Et là, c'est un travail à faire. Ce qu'on n'avait pas pensé au moment de l'expérimentation et ce qui se fait plus ou moins en fonction des centres de loisirs dans le réseau, c'est de travailler sur le projet éducatif en amont avec les parents. Donc ça, c'est en fonction des centres. Il y a des centres qui bossent ça beaucoup, d'autres pas du tout. Donc voilà, chacun expérimente à l'endroit où il le souhaite. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà intégrer un travail autour du libre choix, autour de la libre circulation, autour de pas de planning ou au moins de planning, ça demande déjà beaucoup d'efforts et d'organisation. Et que du coup, le travail avec les familles, finalement, il est souvent fait après. En tout cas, dans la Vienne, je crois pouvoir dire ça à peu près de ce qui se passe dans les centres. Valentin, une autre question très chère. Donc, comment ne pas être dans la contre-productivité, à trop vouloir répondre au libre choix, au désir de l'enfant? Est-ce qu'on ne risque pas de développer une individualité plus qu'une émancipation au sein d'un collectif? Est-ce que peut-être il y a un membre du groupe 3 qui voudrait un petit peu développer la question? Expliquer cette question en ouvrant et sa vidéo et son micro, une fois n'est pas coutume. Oui, je peux. Donc, je suis Karine, donc actuellement animatrice de la vie associative à la Fédération des Deux-Sèvres et auparavant coordo enfants-jeunesse sur un CSC. Donc, on avait expérimenté cette pédagogie-là. Et en fait, ce qu'on partageait au sein du groupe, c'est que là, aujourd'hui, avec ma nouvelle casquette d'animatrice de réseau, j'ai fait un peu la tournée des popotes. Et ce qui ressort aussi, c'est certains professionnels qui parfois se sont détournés en fait, de ces pratiques-là en disant oui, mais à force d'entendre parler du libre choix de l'enfant, du désir de l'enfant, on a l'impression d'être sur plutôt de l'individualité que du collectif. Et du coup, c'est vrai que j'entendais ça. Donc tout à l'heure, Valentin, tu as parlé là, des 3 statuts qui pour moi sont intéressants justement pour échanger avec ces personnes-là. Mais c'est quelque chose que je peux entendre aussi de la part des professionnels et des parents. C'est oui, mais nous, on n'a pas envie qu'ils choisissent forcément ce qu'il a envie de faire, mais que plutôt ils le construisent collectivement. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair.
Ouais. Merci Karine. Merci Karine. Du coup, cette question, elle me fait un petit peu écho aussi avec la question de l'enfant roi qu'on entend souvent. Et en gros, si j'essaie de résumer ou de paraphraser, c'est de dire est-ce qu'à trop développer l'émancipation individuellement, on ne va pas se retrouver avec finalement un ensemble d'enfants qui ne forment pas un collectif, qui mènent chacun leur projet, mais avec, en oubliant un peu cette notion de vivre ensemble. L'idée de ces projets-là, c'est bien, comme tu l'as dit, de pouvoir, pour l'enfant, passer d'une activité où il va simplement venir consommer, picorer un petit peu et prendre simplement du plaisir, à la préparation du projet, l'imagination des étapes, etc., etc. Le but, quand nous, on l'amène nos enfants, c'est bien à un moment donné de pouvoir créer des projets sur lesquels les autres peuvent s'inscrire. Donc, l'idée dans les étapes parmi les plus importantes, et c'est celle aussi qu'on relie avec les compétences qu'on veut développer par rapport à notre vision de transformation un peu plus globale. C'est bien cette idée d'aller repérer aussi des besoins ou des envies chez les autres, d'aller mobiliser d'autres enfants ou d'autres personnes en tout cas, au-delà de son cercle affinitaire, etc., etc. Donc je pense que oui, à un moment donné, ça peut être un garde-fou qu'on se met et une attention particulière qu'on a sur le fait de se dire qu'un centre où chacun ferait son projet dans son coin, ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus. C'est déjà arrivé, pour mon expérience perso en tout cas, qu'on fasse ce constat-là sur une semaine de vacances en plein milieu de la semaine, à se dire tiens, il n'y a pas trop cet esprit de groupe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y répondre. Comme je le disais, le but, c'est pas d'être dogmatique, ça apparaissait aussi dans le chat, et se dire on veut tout jeter de ce qu'on faisait avant et on a une nouvelle manière de travailler et en fait, le reste, ça n'existe plus. L'idée, c'est plutôt de se dire comment on allie différentes façons et comment on accompagne un petit peu différemment. Donc, par rapport à ça, je pense que, voilà, comme tout bon animateur, si à un moment donné, on repère un manque, ça peut être un manque sur les règles de vie, de vivre ensemble, ça peut aussi être un manque sur le côté collectif de l'accueil, le fait de faire ensemble, etc. Notre but, c'est aussi de pouvoir y répondre. Donc, ça nous arrive de nous configurer en milieu de semaine et de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, impulser en tant qu'équipe un projet qui soit collectif et sur lequel tous les enfants puissent trouver une place. Également, le but de l'animateur, comme voilà, quelqu'un qui va animer un territoire avec différentes actions, c'est aussi de pouvoir mettre en lien des envies ou des besoins qui peuvent être similaires pour que les participants, les enfants puissent faire ensemble, discuter, coopérer, etc. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse. En tout cas, moi, ce que je peux constater dans ce que je vis au quotidien, c'est que ça a plutôt l'effet inverse. Après, ça vient peut-être de mon contexte, mais j'ai plutôt l'impression, par rapport à un fonctionnement où on est justement sur des groupes qui sont préétablis et où les enfants ne choisissent pas forcément ce qu'ils font, avec qui ils sont, etc., etc., c'est plutôt une envie de partager. Et on remarque que par rapport à la hiérarchie sociale qu'il peut y avoir entre les enfants, notamment au niveau du primaire, par exemple, au collège, on sait que à l'école, les hiérarchies sociales sont très marquées entre les enfants. Il y a les popus, il y a les bullies qui sont en bas de l'échelle. Ce qu'on peut observer, c'est que quelqu'un qui va être plutôt en bas de l'échelle sociale dans le milieu scolaire, d'être accompagné petit à petit à mener son projet, à pouvoir proposer aux autres et à être valorisé à travers j'ai construit une activité à laquelle d'autres peuvent s'inscrire, où ils vont prendre du plaisir, où on va communiquer de ça auprès des parents, faire des articles dessus. Ça va avoir plutôt un effet justement d'aller vers le collectif plutôt que vers une individualisation. Donc voilà, certainement que ça peut être un point de vigilance qu'on peut avoir à certains moments, de se dire attention à ne pas être trop dans l'individuel, mais en tout cas dans le vécu, moi je constate plutôt l'inverse, et des enfants qui sont fiers en fait de pouvoir mener des choses qu'ils vont proposer aux autres. Il y a cette envie, je pense, de vouloir démontrer, comme les enfants qui font des spectacles. Le but, au-delà du plaisir qu'ils prennent, c'est plutôt ils ont envie de montrer, ils ont envie d'être valorisés dans l'œil de l'autre. Donc je pense qu'on peut s'appuyer sur cette disposition un peu naturelle de l'enfant pour mener ces projets-là. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de. L'idée, ce n'est pas d'être dogmatique ou de jeter la façon de faire d'avant, puisqu'on peut très bien être dans la proposition tout autant. Oui, c'est drôle parce que c'est la question que je voulais te poser. Là, il y a deux questions qui pour moi se ressemblent un peu. N'y a-t-il pas un risque à rester sur les mêmes activités? Que faites-vous des intervenants extérieurs de faire découvrir d'autres activités? C'est aussi une question qui s'est posée. Donc, en fait, quand on a construit la semaine avec l'ensemble des directeurs ou quand on construit notre temps d'animation en équipe sur les structures, c'est une question qui se pose souvent. C'est-à-dire, on est sur un été avec un groupe, voilà, on va partir dans le cliché, mais ne font que des gars qui veulent jouer que entre eux et que au foot. Et à ce moment-là, est-ce que le libre choix, c'est de dire,
OK, passer 2 mois à jouer au foot, c'est pas grave. Et puis au moins, ils se sont fait plaisir et nous, on est contents et on s'en mêle pas. Du coup, ça a été une discussion qu'on a eue. Et à un moment donné, l'idée, c'est de se dire, notre rôle d'animateur, si c'est plus d'être celui qui propose l'activité, qui décide de ce qui va se passer, c'est plutôt comment je m'appuie sur ce qui se passe déjà, sur les envies ou les demandes des enfants, pour les amener vers un projet où ils vont pouvoir à la fois développer des compétences, mais aussi voilà, aller sur du collectif, etc., etc. Donc là, à Ozon, justement, la question s'est posée, puisqu'on avait ce fameux groupe de grands qui est dans tous les centres de loisirs, que des gars qui veulent que jouer au foot, etc. Et l'idée, ça a été de se dire, OK, c'est ça votre envie, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait donner plus d'ampleur à votre envie? Est-ce que ça ne vous plairait pas d'aller plus loin que de simplement faire un match de foot? Et du coup, finalement, en s'appuyant sur ce qu'ils étaient en train de faire, on est parti sur l'organisation d'un tournoi pour tout le reste du centre, et un tournoi notamment en direction de ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au foot, à qui on ne laisse pas la place, c'est-à-dire notamment, par exemple, les plus petites tranches d'âge. Et du coup, on s'est retrouvé avec un groupe de 9-11 qui était très cloisonné sur lui-même, très dans le repli, à proposer des choses pour les autres, pour des enfants à qui ils n'auraient pas parlé certainement au départ, et du coup à devoir mobiliser pareil ces mêmes compétences qui ont été de communiquer autour de ce que je fais, établir des règles ensemble, faire des compromis, décider collectivement de choses, enfin voilà. Donc l'idée, c'est toujours se dire comment je m'appuie sur ce qui est en train de se passer pour développer les compétences que j'ai envie de développer, pour amener ce que j'ai envie d'amener aux enfants. Et ça me fait aussi penser, voilà, les maternelles, je sais que nous, on a un bac à sable, l'été, je prépare ça. Et du coup, à un moment donné, au bout d'une semaine à faire que des châteaux de sable, la question s'est posée de dire, bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir des animateurs BAFA pour encadrer des enfants qui font des châteaux de sable, quoi. Et du coup, à ce moment-là, la réponse a été de se dire comment on les accompagne vers ce type de projet. À partir de là, il y avait 4-5 enfants qui étaient très motivés pour pouvoir proposer quelque chose aux autres. Et on s'est mis à faire un grand concours de châteaux de sable. Donc, par rapport à ce qu'ils avaient fait, ils ont pu apprendre à maîtriser un appareil photo, imprimer pour pouvoir montrer aux autres ce qu'ils avaient fait, établir des règles par rapport à ce concours qui allait avoir lieu. Les autres enfants ont pu à leur tour faire des châteaux, apprendre à se servir de l'appareil photo, imprimer. À la fin, on a organisé un grand vote pour savoir quel était le plus beau château. Et en expliquant du coup aux maternelles le fonctionnement du vote, c'est-à-dire on a mis une affiche avec un gobelet en dessous, vous avez chacun un jeton, vous pouvez voter pour le plus beau château. On a aussi mis une affiche blanche. Et on a dit, si vous voulez participer au vote, mais qu'il n'y a aucune solution qui vous plaît, vous pouvez aussi voter pour l'affiche où il n'y a rien. Et du coup, en fait, voilà, là où je veux en venir, c'est pour démontrer que finalement, à partir d'un tournoi de foot ou d'un château de sable, là, par exemple, on peut arriver à un projet où on va développer, par exemple, le vote blanc auprès des maternelles, comment on fait pour l'expliquer. Si on le prend de but en blanc, ça paraît compliqué, mais là, juste avec un château de sable, c'est devenu très clair. Donc, finalement, je pense que ce que les enfants ils font naturellement, c'est certainement là qu'ils vont développer le plus de compétences par eux-mêmes, puisque c'est eux qui ont choisi l'activité. Et nous, notre rôle à ce moment-là, c'est plus de décider de si leur activité elle est légitime ou pas, le foot, le château de sable, etc. C'est plutôt de se dire, cette activité-là, ils l'ont choisie, ils sont impliqués dedans. Comment moi, j'amène ma compétence animateur en amenant ça vers du projet. Oui, à ça, je rajouterais 2 choses. Peut-être essayer d'aller voir le TEDx de André Stern. Ça s'écrit S-T-E-R-N. Il fait un TEDx sur l'enthousiasme en disant les enfants, ils apprennent grâce à l'enthousiasme en fait. Et c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux quand ils sont enthousiasmés par l'activité. Du coup, l'idée, c'est bien de développer les projets d'enfants qui sont naturellement, qui mettent en place eux, mais ça veut aussi dire ouvrir complètement, c'est-à-dire aller chercher les intervenants, aller au musée, faire venir un groupe de musique. On n'est pas du tout dans l'idée de dire on ne propose plus rien, les animateurs n'ont pas le droit de proposer, ce n'est pas ça du tout. C'est par contre alimenter, augmenter les projets d'enfants en fait, mais en se basant sur leur essence, leur envie au départ. Valentin, pour peut-être terminer, je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Les autres, une question quand même qui me semble importante, comment est-ce qu'on accompagne les jeunes animateurs dans cette démarche? Donc, c'est vrai que, comme j'expliquais tout à l'heure dans la présentation, c'est la partie qui, en tout cas pour ma part, me semble la plus difficile sur l'accompagnement, c'est-à-dire changer soi-même, ce n'est pas facile, amener les autres vers le changement, c'est encore moins simple. Du coup, par rapport aux jeunes animateurs, la question se pose, mais pas seulement.
C'est-à-dire, on a effectivement des jeunes animateurs qui, par exemple, sortent du BAFA qui ont plutôt appris des choses autour de la réglementation, des groupes par tranche d'âge et des besoins du coup qui correspondent aux différentes tranches d'âge, etc., etc. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de jeter tout ça à la poubelle et de se dire que ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est de s'appuyer là-dessus et de dire, bah oui, mais ce n'est pas exactement ce qu'on attend aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je pense que la question, ce n'est pas tant les jeunes animateurs, puisque là, le but, c'est bien de pouvoir accompagner chacun vers le changement. Donc finalement, c'est un projet qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux équipes. Et du coup, je pense que voilà, tout simplement, c'est plus simple de se projeter sur un projet, soit une passion qu'on a envie de partager, ou en tout cas une envie d'enfant qu'on a repérée, où on sent qu'on a quelque chose à apporter. L'idée là, c'est que c'est plus l'animateur qui va décider le projet, mais c'est bien l'enfant qui va être capable à un moment donné d'aller mobiliser tel ou tel animateur par rapport aux compétences qu'il lui connaît ou qu'il lui reconnaît. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut aussi beaucoup plus... Théoriquement, on va se retrouver plus souvent sur des projets qu'on connaît, sur des choses qu'on maîtrise, etc. Je pense que par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt comment on accompagne quelqu'un qui a 20 ans de pratique dans l'animation à se dire que peut-être il peut faire autrement. Et ça me semble beaucoup plus compliqué, plutôt que d'écrire une page blanche sur un animateur qui débute, de se dire quelqu'un qui est convaincu du bien fondé, par exemple, du planning et du fait que c'est l'adulte qui doit tenir le cadre de l'accueil de loisirs. Comment je peux tempérer ce propos-là et faire des apports pour que la personne accepte de se diriger vers un changement qui, des fois, n'est pas forcément décidé par la base, par l'équipe d'animation, mais qui peut venir aussi des financeurs ou de la direction de la structure. Donc, comment on accompagne un jeune animateur? J'aurais du mal à répondre en 2 mots. Comment on accompagne aussi quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, c'est compliqué comme ça de le résumer. Par contre, sur le site de la Fédé et sur le schéma qu'on vous propose avec justement l'accompagnement des équipes, on retrouve des choses autour de convaincre du bien fondé du projet, autour de quels outils on met en place pour accompagner le changement dans les équipes, voilà, autour de l'accompagnement individuel qu'on peut proposer. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à créer un climat où les équipes font confiance et acceptent d'aller vers du changement, ce type de projet, ça produit quand même, voilà, comme on le disait, un nouveau souffle, ça produit du bien-être. Normalement, si c'est bien amené, ça permet d'être fier de ce qu'on fait. Et du coup, à partir du moment où le professionnel il sent qu'il a un impact qui est très positif, il sent que le projet il a du sens et qu'il y a une vision qui dépasse l'accueil de loisirs, logiquement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de la meilleure des manières. On arrive à la fin de l'atelier. Je vais vous renvoyer le lien dans le chat pour retourner dans la visioconférence générale. 2 infos. Donc, il y a le site de la Fédé de la Vienne sur lequel vous retrouvez tout plein d'infos. Et Valentin et d'autres sont devenus formateurs. Du coup, au niveau de l'Union régionale des centres sociaux, l'URNAX de Nouvelle-Aquitaine, on propose tous les ans une formation pour les animateurs et les directeurs ALSH autour de la pédagogie de l'engagement. On fait aussi des interventions en direct dans les fédés ou dans les centres.